Ne souhaitons-nous pas qu'un monument enfoui par le temps soit retrouvé? Par le temps aujourd'hui de se retourner que les livres, ces petits monuments construits pour exister dans les mémoires et se dresser au hasard des conversations, sont enterrés. Ne parlons même pas des palais de légende que tout le monde s'accorde à vouloir retrouver afin qu'ils soient de nouveau admirés du plus grand nombre. Ne désenfouit-on pas avec des soins infinis les modestes fondations des plus humbles demeures de l'Antiquité? Les livres, parce qu'ils sont oubliés et enterrés avant même d'être découverts, ont besoin d'archéologues du présent, précis dans leur empressement et inspirés dans leur déplacement à la surface de cet immense espace de découverte qu'est Internet. Sois mon archéologue, lecteur, mon contemporain. Sous mon toit chinois, ou comment une jeune enfant peut aider ses parents à trouver la voie. Voici la jeune enfant qui va aider ses parents à trouver la voie, en même temps qu'elle cherchera à se trouver elle-même, chevauchant ce dragon de pierre. C'est pas un dragon, peu importe. Photo prise en Chine. Une dédicace illustrée par mon papa, photo et faute d'orthographe, et dédiée à mes bons papas d'ici et de là-bas. Voici la narratrice, dont on va entendre la voix dans quelques instants. Je vais lire 1 ou 2 chapitres, lesquels sont très courts. Les 2 bons papas d'Emmanuel Lee sont, soit dit entre parenthèses, tous les 2 décédés depuis. Donc voici Emma, orpheline de ses bons papas. Il y a une préface signée de la blanche main, je vous le donne en mille, du Petit Prince, et qui donne le ton à l'ensemble de ce petit roman. On va la lire? Lisons-la. Emma, la petite auteure de Sous mon toit chinois, est venue me trouver sur mon astéroïde. Il y avait longtemps que personne ne me rendait plus visite. « Dessine-moi un baobab », m'a-t-elle demandé en souriant. Engourdie sur ma petite chaise de bois par la contemplation de 43 couchers de soleil consécutifs, j'ai été secoué par son apparition. Du temps où l'on me visitait encore, on m'a trop souvent demandé de dessiner... vous savez quoi. Les visiteurs sont parfois si moutons. Qu'on me demande un baobab, après tant d'années, et en chinois, avait de quoi me sidérer. La fillette, bien plus jeune que moi lorsque j'entrepris mon voyage sur Terre, avait préparé du papier et des marqueurs, un rose et un jaune doré. Surpris par le choix du sujet, je n'ai pas voulu paraître étonné de surcroît par le choix des couleurs. Je lui ai fait un dessin dont elle s'est montrée satisfaite. Là où je vis, il n'y a plus de vert, et le brun n'est pas ma couleur, a-t-elle fini par me confier. À la question « D'où viens-tu » elle a répondu qu'elle venait de 2 endroits très différents et que c'était bien là que se trouvait son problème. J'ai senti que la tristesse s'emparait d'elle. Elle m'a fait penser à ma Rose. Sans transition, elle a saisi les pans de ma cape et m'a demandé la permission d'insérer mon dessin dans son journal, pour aider ses parents à choisir, m'a-t-elle dit, comme moi il y a si longtemps, entre une sorte d'astéroïde par la taille et un pays par certains endroits aussi inhabitable qu'un désert. Ce sera la meilleure introduction à mon livre, a-t-elle ajouté, implorante et solaire. Je lui ai demandé pourquoi. Bien que par ton papa tu sois de là-bas, a-t-elle répondu, on t'aime aussi beaucoup au pays de ma maman. Ça m'aiderait qu'on te sache mon ami. J'ai pris la plume ce matin pour remplacer mon dessin, toujours dans l'original du livre de mon ami Emmanuel Lee, par quelques mots qui ne sont sans doute pas de plus de poids, mais signés « Le Petit Prince ». Chapitre 1er.
sous mon toit chinois. Je n'aime pas beaucoup le titre que papa fait porter à mon histoire, mais c'est toujours mieux que le bonnet qui m'a été tricoté par je ne sais qui l'hiver dernier. Sous le plafond qu'il appelle son toit chinois, je ne dois pas trop lever la tête pour trouver les araignées dont rien que les toiles me font courir me coller à ses longues jambes. Papa aussi lève la tête quand il dit de notre vieil appartement que c'est, pour lui, ce qui ressemble le plus à un toit depuis qu'il vit au pays de maman. En disant cela, il me regarde et, la bouche en petit V, il ajoute « parce qu'il y a toi ». Papa dit encore que, bien que ce soit pratiquement sous ce toit que je suis né, et que je suis donc d'abord d'ici, en creusant un peu, on ne trouverait sous ce « d'abord d'ici » que la moitié de mes racines. Comme il m'a montré les racines d'un pissenlit, sur le coin de gazon où on va jouer au ballon, je sais pourquoi les fleurs ont des cheveux sous le petit pied qu'elles ont si peu profond dans la terre. Il faut savoir que mon papa aime beaucoup la nature. Moi aussi, il m'aime beaucoup, c'est sûr. Sinon pourquoi m'appellerait-il si souvent sa petite fleur? Pourtant, je sens bien qu'il est un peu déçu que sa fille n'ait pas autant de racines qu'un pissenlit. À des amis pas d'ici, un jour qu'ils mangeaient et buvaient à la maison, j'ai entendu papa dire autre chose à mon sujet. Je suis comme une maison qui n'aurait que la moitié de ses fondations. Je sais que, pour faire simple, je hais quand papa dit « pour faire simple ». Les fondations sont les racines d'une maison. Et je sais aussi que, quand papa parle de choses que je ne comprends pas tout à fait, j'aime beaucoup me tenir sur une jambe pour ne pas écouter sans rien faire avec mon corps. Je dois donner l'impression, vu d'en haut, de manquer de fondation, alors qu'en fait, je cherche juste un peu mon équilibre. Comme une maison qui n'aurait que la moitié de ses fondations a eu pour effet que tous les amis pas d'ici, que papa fréquente parce qu'il n'est pas d'ici, se sont tournés vers moi, ce qui, je l'avoue, a fait trembler mes jambes. L'un des invités, un Hollandais à la grosse barbe en balai, il rit très fort si à cause d'un défaut de prononciation que papa essaie de corriger, je l'appelle le Horlandais, a voulu poser sa main de géant sur ma tête. J'ai pensé au bras de la grue qui stationne depuis si longtemps en bas de chez nous que de l'herbe a poussé dans ses chenilles. Pas facile d'esquiver une telle main quand on essaie de prouver qu'on a autant de fondations que n'importe laquelle de ses copines de jardin d'enfants. Pour compliquer davantage, maman leur a déclaré, elle qui d'habitude ne participe pas aux conversations dans la langue pas d'ici, que ce serait même à vrai dire moins que la moitié de mes fondations, vu que la terre d'ici n'appartient pas aux gens qui achètent à prix d'or les maisons qui se construisent dessus. Ma maman, sans le vouloir sans doute, aggrave mon cas. Me voilà avec encore moins de fondations que je croyais. Et dire que je l'entends répéter encore et encore pendant ses cours de yoga que fondation et enracinement sont les fondements d'une bonne pratique. Quoi qu'il en soit, voici comment, à l'heure actuelle et à l'âge que j'ai, je comprends la situation. Pissenlit, maison, racine, fondation, tout ça en réalité ne signifie qu'une chose pour moi. Je suis d'ici, mais pas vraiment. Je suis d'ici, mais pas d'ici. C'est comme ça que je l'entends. Dans l'élément chinois, pour parler comme papa, je suis comme la fraise, mon fruit préféré, dans le yaourt à la fraise. Je suis partout et nulle part à la fois. Tout le monde, sur mon passage, s'étonne de ma fraise. Tout le monde, petit et grand, goûte à ma présence. Tout le monde voudrait avoir des cuillères à la place des mains pour toucher à ma peau, à mes cheveux. Mais pour tout ce monde, et ça en fait du monde, je suis la petite étrangère. Être né ici ne compte pas. Chapitre 2. Un monde en chantier. On vit sur le flanc d'une colline, dans l'enceinte de l'université où papa travaille. Cette école pour les grands est toujours en chantier. Fais attention, une grue. Range-toi sur le côté, un tracteur. Ce sont des avertissements que papa me crie si souvent que les voitures qui nous frôlent me semblent presque aussi inoffensives que celles que j'ai pour jouer.
Nous vivons dans un monde en chantier, Emma, dit-il souvent, un genou au sol, pour que je voie bien qu'il lève les yeux au ciel en soupirant. Je souris, car monde en chantier me rappelle les contes qu'il me lit parfois le soir pour m'aider à trouver Monsieur Sommeil, le marchand de sable, qui a toujours beaucoup de travail dans la journée et qui, comme les gens d'ici, font toujours beaucoup d'heures supplémentaires en soirée. Il doit en acheter des pelles et des seaux à ses enfants avec l'argent qu'il amoncelle. Chaque fois que papa me rappelle que nous vivons dans un monde en chantier, je lui fais un bisou clin d'œil. Il répond par un clin d'œil brillant d'émotion qui signifie « Je sais que tu me comprends, ma chérie ». Qu'on parle anglais, français ou chinois, on s'entend, papa et moi. Maman, lorsqu'elle est avec nous, a un peu plus de mal à suivre. Plusieurs fois déjà, alors qu'aucun gros véhicule ne justifiait qu'on se range sur le côté de la route, elle nous a arrêtés dans notre élan pour qu'on lui explique le sens de « mot à châtier ». Moi, ça me fait toujours un peu rire quand maman répète comme un perroquet qui ne serait pas doué en langue. Mais gare à moi si elle s'en rend compte. Du regard, elle me pince les fesses sur le restant du chemin. Et je peux dire adieu, adieu à la sucette que j'obtiens toujours pourvu que la promenade n'entraîne pas papa et maman sur la pente des explications précipitées. On sort peu de l'université. Il faut savoir que dès qu'on a descendu les escaliers, qui sont une épreuve d'endurance pour mes petites jambes, et qu'on met enfin les pieds dehors, c'est l'enfer. Papa ne cherche pas sérieusement à m'expliquer ce que c'est l'enfer. Il se contente de déclarer qu'on sait qu'on est en enfer quand on ne sait pas aller plus bas. Maman, chaque fois qu'elle nous accompagne, aime à rappeler qu'il y a une église à une centaine de mètres un peu plus bas sur la gauche de l'université et que, comme toujours, papa exagère. Maman a raison pour l'église. Elle est juste à côté d'un tout petit temple dédié à la fortune. Les gens d'ici, s'ils sont en manque d'argent, entrent y faire l'offrande d'un bâtonnet d'encens. On passe devant l'église et le temple, maman et moi, en revenant de l'école, après avoir traversé en courant la route que papa qualifie d'infernale. Les jours où maman est à mon côté pour lui dire qu'il exagère, papa ne se met pas à remuer les bras contre les vélos et les voitures qui nous croisent dans tous les sens, comme il fait abondamment lorsqu'on n'est qu'à deux. Au contraire, il frotte avec soin la selle du vélo de location qu'il a libéré de sa borne avec son téléphone, et après m'avoir assise dans la petite chaise qui s'adapte au guidon, il cède l'engin à maman en feignant la plus grande confiance en son sens inné de la circulation. Après tout, maman est née ici, non? Cela dit, on n'est pas encore bien lancés, maman et moi, que papa court louer un second vélo, avec lequel il protège nos flancs, file en avant d'un grand coup de pédale, revient, fait tinter sa sonnette, souriant. Maman fait semblant de rien, mais je crois qu'elle aussi voit que papa se mord les lèvres jusqu'au sang. Plus on s'éloigne de l'université, sur sa petite colline, elle ressemble maintenant à un château en cours de construction, plus papa est sur des charbons ardents. L'enfer, pour lui, c'est la circulation. Papa aura bientôt 50 ans. Si vous croyez que ça le rend vieux d'avoir déjà vécu si longtemps, vous devriez voir avec quelle énergie il me protège contre les dragons que maman ignore ou semble ne pas voir aussi nettement. Qu'on soit sur un vélo à côtoyer les camions crachant de la fumée ou à pied sur un trottoir, que les gens d'ici partagent sans se plaindre avec les voitures et les motos, en dehors de l'université, papa est comme le prince de mes livres de contes, fort et vaillant. Parfois, il me semble le voir manier pour moi le bouclier et l'épée lourde et brillante qu'il cache à maman. Il aime un peu trop, c'est vrai, rester à l'intérieur de son domaine, tandis que j'aimerais être plus souvent à l'extérieur de notre château en chantier. Papa est allé à l'université pendant des années avant d'y retourner en tant que professeur. Oh, ce n'est pas du tout la même université, le jour et la nuit, a-t-il souvent besoin de préciser. Quand il ne veut pas m'amener au terrain de jeu tout en plastique blanc et bleu, qui est juste à côté des caisses de notre supermarché préféré, je lui signale qu'il doit pourtant beaucoup aimer notre université pour ne pas vouloir en sortir au moins 1 ou 2 heures par jour. Insister peut le décider à mettre ses chaussures, mais certainement pas me faire échapper à son discours. Ce qui est difficile ici, dit-il d'abord, c'est entrer dans une bonne université. Cependant qu'au pays de papa, c'est en sortir qui est compliqué. Mais que l'école où l'on vit à présent soit bonne ou mauvaise, le vrai problème est que la circulation d'ici, continue-t-il,
rend même physiquement hasardeux l'accès à ton jardin d'enfants. Entrer, sortir, tout est si risqué qu'il vaut encore mieux s'inventer un terrain de jeu où l'on se trouve, plutôt que de se compliquer la vie. J'écoute papa en implorant maman du regard. Parfois elle le décide à m'emmener, parfois elle se tait, malgré son désir de rester seule pour faire du yoga. Papa garde dans un tiroir des feuilles qu'il ne me laisse pas colorier, ses diplômes. Il se dit prêt à les déchirer s'il le faut. Il dit qu'il fera n'importe quel boulot dans mon autre pays pour que les diplômes que j'aurai dans bien des années aient plus de valeur que du papier à colorier. Mais plus encore, il est décidé, dit-il, à ne pas me laisser chaque jour traverser seul l'enfer pour aller au jardin d'enfants. Chapitre 3. Un passeport qui ne passe pas. Ce n'est pas sport, je sais, mais qui puis-je? J'ai un passeport qui prouve que je ne suis pas d'ici. Tel est le cadeau que m'a fait mon papa à ma naissance. N'empêche que sur mon permis de voyage, il est écrit que je suis de l'ethnie des Han. Ça se prononce Han, ou Anne, comme le prénom de ma meilleure amie, sauf qu'il faut souffler fort devant le A pour que ça sonne comme il faut. Han. Je suis Han, hein, maman, que je suis Han. Je demande confirmation à maman, car ma maman en est, elle aussi, bien qu'elle n'ait pas le petit livre bleu que j'appelle mon permis de voyage. Maman a un passeport également, mais ce n'est pas le même. Il lui sert à sortir d'ici, pas à entrer. Quant à papa, il n'a pas d'ethnie, mais ça ne semble pas trop l'affecter. Son passeport ressemble au mien, même couleur et même gravure de je ne sais quoi sur la couverture, avec, à l'intérieur, il me l'a montré, une page très importante qu'il appelle son permis de séjour. Être Han, c'est la preuve pour moi que je suis d'ici quand je suis ici, quoi qu'en dise mon passeport d'ailleurs. Et puis, comme n'importe qui d'ici, je prends sans pleurnicher ma part d'eau et d'air, les deux choses les plus pourries de ce pays, selon papa. Entre parenthèses, la meilleure preuve que papa n'est pas d'ici, c'est qu'il me rappelle sans cesse de ne pas boire l'eau quand on prend un bain, ou qu'il me force à me brosser les dents, ce qui arrive hélas à peu près tous les jours. Puisque j'accepte le pire d'ici sans me plaindre, pourquoi ne pourrais-je pas avoir aussi ma part du meilleur? Pourquoi dois-je être toujours montré du doigt et tenu à l'écart comme si je n'étais que la fille de mon papa et pas d'abord la fille d'une maman Han? Je rêve parfois que je suis chez le coiffeur à me faire teindre les cheveux en noir. Le rêve, hélas, tourne au cauchemar, car autour de moi, toutes les mamans exigent d'être teintes en blonde, comme la petite étrangère. Mon passeport s'est rapidement rempli des preuves de ma trahison. Comment pourrais-je prétendre être d'ici avec tous ces tampons dénonçant mes fréquents voyages hors du pays? Papa est fier de mon passeport. Il me fait compter les pages et lire les dates. Chaque petit cercle à l'encre rouge ou bleue lui rappelle un de nos séjours au pays où les gens m'embrassent tout le temps, au lieu de me demander si je parle leur langue. La seule chose que je doive me reprocher avec tous ces voyages, dit papa, c'est de ne pas avoir une empreinte écologique irréprochable. Quand on traverse la moitié du globe assis dans un avion pour aller voir son bon papa et sa bonne maman, on est en dépassement, explique-t-il, car un avion est extrêmement cher et polluant. Comme je ne comprends pas et qu'il ne tient pas spécialement à ce que maman lui fasse traduire les termes les plus compliqués, il termine en déclarant que, si j'étais d'ici, j'aurais déjà, comme la plupart des enfants, semé nonchalamment plusieurs kilos de déchets sur mon passage. Je résume. Je tiens d'abord de mon papa qu'il ne faut pas jeter ses papiers par terre. Cela peut paraître insignifiant. Pourtant, cela nous distingue déjà pas mal, papa et moi, de beaucoup de parents et d'enfants d'ici. Ça craint, me suis-je exclamé la première fois que j'ai vu quelqu'un d'ici, salir le sol de la patrie, comme disent souvent en chœur mes maîtresses d'école, ses propres racines, avec un sac en plastique et une barquette dégoulinant de sauce de soja. Maman, qui me tenait par la main, m'a demandé de me taire. Pour être plus sûre que j'obéisse, elle a même couvert ma bouche avec sa main libre. Ce n'est pas que ma maman me laisse jeter mes emballages sur le ciment gluant des rues. Maman n'approuve pas non plus ce genre de comportement. Pourtant, elle se contente de secouer discrètement la tête,
tandis que papa désapprouve beaucoup plus librement. Tu couvres de honte des inconnus, en quoi est-ce différent? Lui dit-elle tout bas, mais avec sa voix de maman fâchée, quand lui ne cherche pas à se contenir un peu. Si l'hôte salit la maison, ce n'est pas à l'invité de passer la serpillière, ajoute-t-elle, ce qui, à en croire papa, est un proverbe bien d'ici. Enfin, je l'ai déjà dit, je sais, mais c'est trop important pour que ce ne soit pas répété. C'est de mon papa que je tiens ma nationalité. Papa prétend d'ailleurs m'avoir donné beaucoup plus qu'une simple nationalité. Mais, à ce jour, je ne sais pas ce que c'est que cette rationalité, de laquelle il parle comme si c'était un grand trésor. Je t'ai offert ce dont tant d'enfants d'ici commencent d'être sevrés avant même d'avoir quitté le sein de leur mère, la capacité de penser toujours plus librement par toi-même, me déclare papa en me pinçant la joue. Comme je lui pince la cuisse pour lui expliquer que je n'ai pas compris, il reprend. Les gens d'ici t'apprendront à jouer aux dés et aux cartes, mais jamais ils ne t'encourageront à lire Descartes. À quoi maman répond dans un soupir que les gens de là-bas jouent volontiers à leur Descartes, tandis que ceux d'ici n'ont pas honte de leur passe-temps. En échange de la nationalité, c'est de ma maman que papa a souhaité que j'aie officiellement le nom, ou du moins est-ce ainsi, je crois, que s'est passée la transaction. Nom de famille contre nationalité. Maman a encore eu le grand bonheur de me choisir un prénom. Cela dit, même si je jetais mon passeport à la poubelle, cela ne servirait qu'à confirmer que c'est mon autre prénom, le pas officiel, celui qu'on ne trouve ni dans mon passeport ni dans mon petit livre bleu qu'il a rapidement emporté. Je me demande d'ailleurs si un combat des prénoms a eu lieu avant que mon jeune cerveau n'enregistre une fois pour toutes que les gens autour de moi insistaient à m'appeler Emmanuel ou, par souci d'économie de salive, Emma. Maman tente bien encore de temps en temps de me faire adopter la version sur papier, mais je suis trop habitué à l'autre à présent pour y adhérer. Morte dès la naissance donc, l'envie jamais vraiment encouragée de dire « Hunze », je m'appelle Lee Hunze. Ma théorie est que papa aime tellement les livres qu'il n'a pas hésité un instant à ce que mon nom de famille soit Lee. Paradoxalement, ce n'est pas grâce aux documents officiels qu'on saura comment je m'appelle vraiment. Mais qu'importe les paradoxes, dit papa, puisque notre vie d'ici en est remplie. En voici encore un. Maman dit que je suis trop petite pour apprendre à déchiffrer les livres d'ici, alors que papa me trouve bien assez grande pour me lancer dans la course des mots. Maman dit par ailleurs que je suis trop petite pour faire du yoga, si bien qu'elle m'encourage à dessiner seule au salon, pendant qu'elle saute et s'étire dans tous les sens sur un tapis si petit que je n'y tiendrai pas une minute avec 2 ou 3 de mes jouets. Cela donne lieu à un nouveau moment paradoxal, car au moment que je me sens le plus délaissé par maman, papa m'appelle et me demande, comme s'il mélangeait mon nom officiel à celui qui ne s'écrit pas, « On lit, Emma ?» Je ris à tous les coups lorsque je dis à papa « Épelle, je m'appelle, si tu n'es pas d'ici. » « Épelle oignon, si tu crois que je ne sais pas, » qu'il me répond. Je m'amuse F comme une folle quand on joue à l'alphabet avec papa. Papa dit que je m'instruis. Petit B de bémol, toutefois, papa ne sait pas épeler mon prénom sans parler géographie. Le monde, selon mon papa, commence avec le E de Emma, qu'il enchaîne toujours avec le E de Europe. E comme Emma, Emma comme Europe, déclare-t-il très vite, comme s'il ne voulait pas me laisser l'occasion de varier les exemples. Non, papa, Emma comme éléphant, ou alors, je ne sais pas, Emma comme étrangère. Emma comme Emmanuel, Emma comme équilibre et élégance, rectifie-t-il en me passant la main dans les cheveux. Si ton prénom se lisait à l'envers, je commencerais par la lettre A, tu vois. Ah, mais... continue papa. Pour mieux voir, je vais coller mon nez aux lettres de couleur qu'il trace sur la feuille de papier étalée sur le sol à la façon d'un grand tapis de yoga. On s'assoit aussi dessus, les pieds nus, pour y faire des O et des M, comme ceux que chante maman. Je vois maintenant ce que papa veut dire. Mon prénom à l'envers donne 1, 2, les 2 premières syllabes de Amérique. Un pays, plus qu'un pays, corrige papa, un continent, qu'il aime tellement qu'il tient absolument à m'embrasser nord, ouest et sud sur le sommet de la tête, sur la joue gauche et, oups, j'ai évité de justesse le bisou qu'il destinait à mes lèvres.
Et c'est, papa, que je lui demande pour qu'il oublie la déception du bisou manqué. C'est quand que tu vas me parler de la lettre C? Curieusement, papa ne passe pas beaucoup de temps sur C, et ses exemples sont souvent Colombie, Cameroun, Corse ou Congo, plutôt que celui qui pèse le plus sur mes lèvres d'enfant. Je m'interroge. C'est, n'est-ce pas d'abord la première lettre du pays de maman? Papa a réussi à me fâcher avec la géographie. Heureusement, il doit me laisser. Un cours à aller donner. Maman a les pieds derrière la tête, le regard fixé comme un clou sur le mur devant elle. Je peux me glisser dans la chambre sans être vu. Autant répéter l'alphabet en chanson avec l'ordinateur. Il y a une pomme qui brille sur le devant, mais une pomme, même quand quelqu'un y a mordu, ce n'est pas une patrie. J'aimerais avoir une pomme en couverture de mon passeport. Chapitre 4. Pour et contre ont une enfant. Comme papa m'apprend à lire, maman m'apprend à compter. On dirait que toutes les choses qui peuvent être apprises forment des couples, avec lesquels papa et maman sont très liés. Maman me montre-t-elle comment laver les vêtements? Papa m'apprend à les plier. Je fais mine de vouloir aider à faire la cuisine? Je suis certaine que faire la vaisselle n'aura bientôt plus de secret pour moi. C'est ainsi que je sais, grâce à maman, qu'il y a 7 lettres dans compter, et, grâce à papa, que le P coincé entre M et T est muet, c'est-à-dire qu'il ne compte pas. Le P de compter ne compte pas, dit papa, si content de lui qu'il a du mal à ne pas rire. Alors maman, qui comprend l'humour de papa quand il s'y attend le moins, s'adresse à moi depuis la petite chambre, entre 2 postures de yoga. Montre à papa avec P qu'il n'y a que lui ici qui ne sait pas compter, Emma. J'obéis dans la mesure où j'aime compter et que ça fait plaisir à maman. Mais aller plus loin que 26 est toujours un obstacle un peu dur à franchir pour moi, car je me souviens de l'immense joie de papa le jour où il m'a annoncé qu'il n'y avait que 26 lettres dans notre alphabet, mais qu'une de plus, ce serait déjà une de trop. Quand on se promène, papa et maman s'amusent, surtout si j'ai faim ou que je suis fatigué, à me faire épeler un nom de fruits savoureux. Épelle orange, par exemple, ce qui me fait saliver jusqu'à sentir des pépins sous ma langue, ou à me faire compter les marches des hauts escaliers menant à notre château, chacun selon sa spécialité. Entre deux, j'ai alors l'impression que ce n'est plus ce papa et cette maman que je connais si bien qui me tiennent les mains, mais Monsieur Mo d'un côté et Madame Numéro de l'autre. À leur manière, ils s'entendent parfaitement pour me retenir ou me pousser, suivant que je m'aventure trop en avant ou en arrière. Il n'y a qu'une chose qui les divise, à part le trafic d'ici, évidemment. À la réflexion, ce serait même plutôt le contraire avec le trafic, sachant que papa ne nous quitte plus d'une semelle dès qu'on est dans l'enfer du dehors. Je veux parler de la façon de compter les avantages et les inconvénients de vivre ici. À ma grande surprise, papa compte parmi ses inconvénients un des talents que maman prend à cœur de me faire partager. Les gens d'ici comptent comme ils respirent, dit papa. Ils ne savent rien faire mieux que ça, compter, compter. Maman me prend à témoin. Tu entends ton papa, Emma? Je t'avais dit qu'il fallait s'attendre à un règlement de compte. Comme il n'a pas aimé que je lui dise qu'il est le seul de nous trois à ne pas savoir compter, voilà qu'il accuse les gens d'ici de ne rien savoir faire d'autre. Je lis en ton papa comme dans un livre ouvert. Ce n'est pas parce que ma maman se consacre à m'apprendre à compter qu'il faudrait croire qu'elle n'aime pas lire. On ne compte pas le temps qu'elle passe dans ses livres de yoga ou le nez sur son téléphone à lire des articles de yoga. Papa dit que maman est gaga de yoga. Il devrait plutôt être content, avec sa passion pour la lecture. Maman est la preuve vivante que les gens d'ici ne savent pas faire que compter. Papa secoue la tête et les épaules. Il dit que maman est un cas particulier, qu'elle est pas typique, qu'elle n'est pas d'ici, presque pas d'ailleurs, à certains égards, de ce pays. Il ne compte plus les gens qui lui demandent si la mère de la jolie petite étrangère, c'est-à-dire moi, vient du Vietnam ou de Thaïlande. Papa la trouve mauvaise que des inconnus, de parfaits étrangers pour nous arrêtent pour mettre le nez dans notre vie privée. Il fait soudain la grimace du papa qui va lâcher un câble, se contient un instant, puis finit tout de même par lâcher, mais rien que des mots, heureusement. Mauvaise réponse, vous n'avez plus le droit qu'à une erreur. D'où peut bien venir cette femme, au teint trop laid à votre goût? Certes, mais qui parle la langue d'ici beaucoup plus clairement que vous. Vous n'avez plus droit qu'à une erreur. Maman,
qui craint autant les one-man shows de papa que la réaction des gens d'ici, me tire par la main pour obliger papa à abandonner la partie. 1 milliard de gens à tourner en dérision, tu vas finir par trouver quelqu'un à qui parler. Tu crois peut-être que les autochtones sont tous des rigolos? Finit par éclater maman une fois qu'on est en sécurité, à l'abri des millions d'oreilles et de regards, comme dit papa. Puis elle ajoute, en enfonçant son index dans le nombril de papa comme si elle perçait un carton de lait à l'opercule défectueux, « Quel besoin as-tu, à ton âge, d'être encore si soupe au lait ?» Comme maman dit « autochtone », je souris car j'imagine les gens d'ici avec un volant de voiture à la place du visage. Soupe au lait me fait le même effet, sauf que c'est un bol qui cache alors leurs traits. Mais quels que soient les mots de maman pour remonter les bretelles à papa, et quels que soient les avantages et les inconvénients qu'elle trouve à vivre ici, maman étudie toujours la question qui travaille papa. Faut-il partir ou rester, sous l'angle de son grand projet? Maman veut un jardin, en effet, un beau jardin rempli de fleurs, avec, dit-elle, une maison, derrière ou devant, elle n'est pas difficile. Maman dit encore qu'avant de pouvoir acheter la maison allant avec le jardin, il faut en avoir compté plusieurs fois les briques. « Où est passé ton rêve d'une maison presque transparente ?» lui demande papa, avant de déclarer qu'au fond, lui non plus n'a pas de préjugés contre les briques. « Soit, comptons les briques, et toi aussi Emma, l'exercice est bon, mais décidons d'abord où les poser. Une maison ne peut flotter comme dans les contes, elle doit s'inscrire quelque part, dit papa. Et il se frotte les mains comme pour compter un tas de briques qui serait vraiment devant lui. Maman soupire. La question de l'endroit où construire notre maison l'intéresse au plus haut point, mais elle est beaucoup plus épineuse que ne le sont dans ses rêves les fleurs de son jardin. Pour maman, il faut compter avec son pays. Mais elle sent bien que papa a raison de vouloir à tout prix que la maison de briques ou de verre soit à nous et pas au bout du compte à l'État. J'ai à peine commencé dans ma tête à compter les briques de notre future maison que papa m'interrompt pour m'attirer à lui. « Mais dis-moi, où veux-tu poser tes briques, toi, petit maçon de mon cœur ?»